Et on poursuit le tour de table de nos partenaires avec Florent Albot, le Chief Security Officer chez Valeo. Bonjour Florent, merci d'être là avec nous. Alors Valeo, c'est une entreprise technologique qui est spécialisée dans la mobilité, qui a une dimension internationale. Comment est-ce que vous abordez aujourd'hui les sujets de la cybersécurité ? Alors Valeo, c'est un grand groupe, effectivement. On vient de fêter nos 100 ans il y a 2 semaines, en invitant nos confrères de Renault notamment. Donc c'est un grand groupe et c'est une société internationale qui est vraiment internationale. C'est-à-dire on a 24 gros clients. On travaille au plus proche de nos clients, donc on est vraiment répartis dans le monde. La cybersécurité chez Valeo, on l'a abordée d'une manière peut-être un peu atypique, puisqu'on a décidé de ne pas avoir, comme on a dans beaucoup de groupes automobiles, la cybersécurité de l'informatique, la cybersécurité du manufacturing et la cybersécurité des produits. Chez Valeo, il y a une cybersécurité. Parce que corrompre un élément de la chaîne, c'est corrompre quelque part un delivery potentiel pour nos clients. Donc, on a décidé de réunir l'ensemble. Et si on regarde l'historique nous donne raison par rapport à la résistance et la résilience qu'on a pu avoir durant, en tout cas, ces 10 dernières années. Comment on aborde la cybersécurité aussi chez Valeo ? Valeo, c'est aussi mettre la cybersécurité au bon niveau de l'entreprise. Il y a eu beaucoup de discours sur à quel endroit il faut mettre la cybersécurité de l'entreprise. Le choix était de le mettre assez haut, pas au comité exécutif, mais assez haut, pour que ça soit pris en compte au niveau des collaborateurs par le training, le awareness, le training des collaborateurs de l'informatique, des produits, des systèmes liés, du software, mais aussi c'est pris en compte au niveau des comités de direction. Et je pense que dans les grands groupes, comme Valeo, c'est la bonne façon de l'appréhender au juste endroit, puisque nous ne sommes qu'au support du business. Nous ne sommes pas une entité à part entière. Alors, parlons de l'impact actuel des innovations de rupture. On en a parlé aussi ce matin, l'IA, le quantique, le cloud. Qu'est-ce que ça va engendrer comme changement dans la cybersécurité, mais peut-être aussi dans votre entreprise, et comment vous l'appréhendez, ce changement ? Alors, je vais les prendre dans le désordre. Je vais commencer par le cloud. Le cloud, d'abord, Valeo est parti dans le cloud très très tôt. C'est un compte Google qui est connu très très tôt, en 2007, avec une adoption du cloud très rapide. Le cloud, c'est un avantage, c'est la scalabilité, c'est la disponibilité, qui est le grand fruit pour au départ pour tous les informaticiens, puisqu'ils n'ont plus à gérer la disponibilité des matériels. C'est aussi une possibilité de faire de l'innovation, et c'est aussi une possibilité de faire de l'IA au volume, avec des grosses vitesses, avec des grands fournisseurs de solutions du marché. L'IA est un élément accélérateur du cloud. Mais quand on regarde le cloud lui-même, il y a eu beaucoup d'erreurs qui est de dire, je vais prendre mes systèmes d'information, je vais les mettre dans le cloud, ce qu'on appelle le lift and shift. Ça ne marche pas comme ça en cybersécurité. On perd des layers. Il y a déjà une perte de confiance quand on va dans le cloud. Du niveau business, on a l'impression que c'est plus facile. Du niveau des informaticiens, ça devient beaucoup plus compliqué. Et au niveau des gens de la cybersécurité, quand on se rend compte que les différents niveaux n'ont pas compris la cybersécurité, ça devient un cauchemar. Ce cauchemar, comment on le résout ? Simplement en mettant des pratiques qui sont que la cybersécurité, pour en revenir à ce que disait Pierre, à tous les niveaux, donc c'est vrai pour les produits des véhicules, mais c'est vrai aussi pour les systèmes d'information. On met la cybersécurité dès le départ. Ça évite les erreurs à la fin, by design, mais aussi après. Ça, on l'oublie très souvent. C'est pas parce qu'on a fait de la cybersécurité by design que dans le temps, on a parlé des 0D, il ne faut pas renouveler systématiquement et revoir. Ça, c'est très souvent oublié. C'est vraiment très, très souvent oublié. Et je pense que c'est dans le monde de la cyber quelque chose qu'il faut combattre en disant on a mis en place, c'est bon, on est tranquille, on peut faire autre chose. Donc, il faut continuer à accompagner. Alors, parlons des enjeux de RH et de recrutement des talents.
Qu'est-ce que vous rencontrez comme problème aujourd'hui chez Valeo? Les mêmes problèmes que mes confrères. Il y a la loi de l'offre et du marché, il n'y a pas assez de personnes. Il n'y a pas assez de personnes sur le Sur marché. tous les postes? Quasiment sur tous les postes. Alors, suivant les pays, puisqu'on travaille à l'international, suivant les pays, ce n'est pas les mêmes postes qui sont concernés. Il y a des pays où on va avoir beaucoup d'écoles qui vont former sur l'aspect, ce qu'on appelle le pen test, c'est-à-dire la pénétration dans les systèmes d'information, les tests des systèmes d'information, ou les tests dans le véhicule embarqué. Pour information, la cybersécurité embarquée est quelque chose d'extrêmement négligé dans toutes les écoles, en France et même à l'international. Pourquoi? Il y a très peu d'écoles. Parce que c'est plus facile de parler de l'informatique classique, parce que c'est l'informatique de monsieur tout le monde, que de parler de la sécurisation des automobiles. C'est pareil dans l'aéronautique. Et donc c'est une formation complémentaire. C'est une formation sur laquelle il faut travailler plus. Et c'est un compromis, comme l'avait dit Pierre Gachon, entre l'analyse de la menace, le risque, et que fait-on? Et la logique complémentaire, c'est que fait-on, comme je le dis, à un instant donné, un véhicule, une fois qu'on l'a mis en service, 25 ans, il tourne. Donc il faut que dans 25 ans, il soit toujours dans les mêmes conditions de cybersécurité. Un système d'information, maintenant, avec la compétition, un système d'information, il doit durer très longtemps. Alors effectivement, il y a le cloud qui permet de gérer ce phénomène d'obsolescence, parce qu'il y a des maintenances qui sont faites par les cloud providers. Mais néanmoins, je mets en garde sur les systèmes sur le cloud, puisqu'il y a quand même beaucoup d'attaques qui vont attaquer cet élément, plutôt que d'attaquer le système d'information legacy, qui commence à être bien protégé, en tout cas pour les grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vision et votre expérience peut-être des Red Team et des Blue Team? Pourquoi ces deux typologies de profils correspondent à des attentes et à des vocations très différentes? Peut-être expliquer aussi ce que c'est. Alors, je vais d'abord parler de ce que c'est que les Red Teams. Donc, les Red Teams, on en a parlé, ce sont les hackers éthiques qui viennent tester les systèmes. Les Blue Teams, c'est ceux qui vont regarder la posture de défense. Et les Purple, parce qu'il y a le mélange des deux couleurs. Le Purple, c'est le fait d'avoir des équipes temporaires qui viennent faire un peu d'attaque et faire des préconisations de défense. Et donc d'améliorer les systèmes. Et c'est des équipes éphémères. Moi, je voudrais parler du rouge et du bleu. Dans le sens, c'est un peu comme dans une équipe de sport collectif. Vous avez les attaquants, là, vous avez les défenseurs. Et vous avez le milieu de terrain qui court beaucoup. Le rouge, c'est un état d'esprit dans la cybersécurité qui consiste à, systématiquement, je mets en place un système, comment je pourrais le pervertir? Un bleu, c'est, je mets en place un système, Comment je peux protéger? Comment je vais le reprotéger encore plus? Et le purple, c'est quelque part quelqu'un qui va dire, bon, entre les attaques et la défense, il y a un risque, quel risque est acceptable? Donc, est-ce qu'il y a une bonne couleur en cybersécurité? La réponse est clairement non. Il faut les trois. Il faut les trois. Il faut un bon mix des trois. C'est cet équilibre qui, chez Valeo, j'essaie de le faire respecter. J'ai une certaine couleur, mais moins un ont une autre couleur. C'est un état d'esprit, et c'est ce qui permet d'avoir un ensemble et de travailler ensemble au profit de l'entreprise. Comment vous faites pour recruter des talents et pour les retenir à Valeo? C'est quoi On a parlé du sens, on a parlé du projet d'entreprise. Il y a d'abord l'entreprise. Alors, pour recruter... Dans l'ordre, oui. Qu'est-ce qui vous paraît dans l'ordre, c'est d'abord l'entreprise. Donc Valeo, c'est un grand groupe international, beaucoup de brevets, beaucoup d'innovations. On travaille beaucoup sur le véhicule autonome. On travaille sur aussi d'autres techniques qui demandent du système d'information. On travaille avec nos clients sur les transformations de la fonction de véhicule, parce qu'un véhicule, c'est un système d'information qui roule. C'est comme ça qu'il faut le voir maintenant, avec beaucoup de transformations. Donc c'est d'abord les projets, le projet d'entreprise, la stabilité d'entreprise et la vision de l'entreprise qui va tirer. Parce que quelqu'un en cybersécurité qui aille à gauche ou à droite, il va d'abord aller voir l'entreprise. La deuxième chose qui va tirer, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Valeo, c'est la notion de mentorat. On va chercher les collaborateurs très tôt dans les universités. Bon, j'ai beaucoup d'apprentis. Chaque apprenti a un mentor. Ce mentor a un mentor. Ce mentor a un mentor, jusqu'au bout de la chaîne. C'est-à-dire que les managers sont des mentors aussi. Ça a un coût pour l'entreprise qui est non négligeable. Le coût de l'entreprise, c'est le coût de mentoring et non pas de management, parce que le coût de management, il existe déjà. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens qui sont habitués à travailler ensemble, qui travaillent très vite
et qui, en cas de crise, sont capables de réagir très rapidement de manière solidaire. Le risque qu'il y a derrière, c'est d'avoir une entité unique au sein de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que je combats en tant que responsable de la cybersécurité chez Valeo. C'est-à-dire qu'on travaille au profit de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un état d'esprit cyber, il n'y a pas un état d'esprit Valeo. Il y a un état d'esprit cyber Valeo et on appartient à l'entreprise et on travaille avec les autres et pour les autres. Et ça, c'est très important. Et d'autre part, on a fait comme à Renault, c'est la première action que j'ai faite, c'est de créer une filière cybersécurité où les gens peuvent avoir une véritable carrière. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Ce qui n'était pas le cas puisque c'était vu comme un sous-parti du système dans le domaine de l'embarqué ou comme une sous-partie de l'informatique auparavant. Donc encore peut-être un problème de perception. Un problème de perception, d'image et aussi dans le recrutement. La cybersécurité, j'essaie de le faire valoir comme une évolution potentielle d'autres postes. J'ai beaucoup 50% de mon effectif cybersécurité vient de l'informatique, soit externe, soit de Valeo principalement, comme c'est vu comme une évolution de carrière. Alors, effectivement, comme j'ai le choix, je me permets de prendre parmi les meilleurs. Mais néanmoins, c'est une évolution, ce qui permet de donner d'autres orientations de carrière, d'autres intérêts de carrière, et puis de se rapprocher au plus près d'une cohésion d'ensemble, puisque c'est des gens qui ont fait d'autres métiers, donc ils savent discuter avec les autres métiers. Et dans votre stratégie de rétention, est-ce que vous vous faites poacher justement par des entreprises tout à l'heure j'ai dit américaines, mais ça peut être... Il y a d'autres entreprises françaises que vous avez vues qui peuvent vous poacher aussi. Qui effectivement. Donc il y a une compétition que j'estime une compétition saine, parce que ça permet aussi de voir d'autres choses. Ça permet aux entreprises d'échanger quelque part des pratiques, des bonnes pratiques, par l'intermédiaire des collaborateurs. Après, c'est la rétention, c'est aussi un état d'esprit, c'est du management. Et ça, c'est vrai dans la cyber, mais c'est vrai dans tous les autres métiers. D'accord. Alors, est-ce que vous avez parlé de ce problème de perception? Comment réinventer l'imaginaire de la cyber? Je vous pose cette question parce que moi, j'ai ce sentiment, mais c'est vraiment personnel, que les gens, en fait, ne connaissent pas la cyber du tout. Ils ne savent pas qu'il y a ce monde dématérialisé qui existe, dans lequel il se passe plein de choses. Parce que vous avez tous les éléments quand même pour rendre le truc hyper sexy. Je veux dire, c'est des attaquants et des défenseurs. Vous êtes dans un truc dématérialisé à l'heure du métaverse et tout ça. Enfin, il y a quand même beaucoup d'arguments à utiliser pour rendre ce secteur plus attractif. Alors je reviens sur l'image qui a été faite de la comparaison avec le cinéma. Il y a un imaginaire qui vient du cinéma et du livre sur la cybersécurité. Je ne vais pas faire de la pub pour certains films, mais ça va de Millennium au Bureau des légendes. Du hacker avec la capuche, avec les boutons pour l'informaticien. Bref, le métier de cyber, c'est pas du tout ça. Même les hackers éthiques ne sont pas avec la capuche. Hein, c'est des gens normaux qui ont une vie normale. La cybersécurité, c'est un métier passionnant. C'est un métier transversal d'entreprise. On voit énormément de choses dans l'entreprise. Et c'est un métier qui est accessible, je dirais, à tout le monde dès le moment où on veut s'investir. Le problème de la cybersécurité, contrairement à d'autres métiers, c'est que ça change tout le temps. Ce que je dis, c'est que quand vous rentrez en cybersécurité, c'est un peu comme dans la médecine. Il faut apprendre tous les jours. Et tous les jours, ça va se remettre en question. Quelqu'un qui est statique doit éviter la cybersécurité. Quelqu'un qui a envie d'avoir du fun, il faut venir nous rejoindre. Surtout chez Valeo d'ailleurs. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Je vous remercie beaucoup. Florent Albo.